Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Maintenant les titres de ce 13h. Coopération Côte d'Ivoire-Congo, un émissaire de Joseph Kabila reçu par le président Ouattara. Il s'agissait pour lui de faire le point sur la situation politique en République démocratique du Congo. Abidjan est arrosé depuis quelques jours. C'est donc la grande saison des pluies. Pour éviter des dégâts et des morts, le gouvernement ivoirien a entrepris en 2016 des actions en vue de sauver des vies. Le point de ces actions dans ce 13h. Au Portugal, après le grand incendie, le pays est sous le choc. Le dernier bilan fait état de 64 morts et de 135 blessés. C'est votre 13h, merci de nous suivre. On commence par l'agenda présidentiel. Le chef de l'État a reçu hier un émissaire de Joseph Kabila. Le vice-président de la République démocratique du Congo est porteur d'un message. En gros, il était question de faire le point sur la situation politique en République démocratique du Congo, nous dit Awa Touré. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Joseph Kabila, ont convenu d'entretenir des contacts réguliers à travers des échanges directs ou par envoyés spéciaux interposés. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Che Okintundu, est venu transmettre au président de la République, Alassane Ouattara, un message de son homologue congolais, Joseph Kabila. L'occasion aussi de faire le point sur la situation en République démocratique du Congo. Informer aussi le président sur le processus de la révision du fichier électoral, qui est la première condition pour organiser les élections. Mais en même temps, on a passé en revue la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire, il y a des relations historiques, même traditionnelles, qui fait que nous devons renforcer nos relations sur le plan bilatéral. Et nous avons évoqué aussi la question de la tenue de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Également au menu de cette rencontre entre le Premier ministre congolais et le président Alassane Ouattara, la préparation du prochain sommet de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan le dimanche, vous le savez, il était à l'extérieur. Le chef de l'État s'est adressé au Parlement européen. Après son intervention, le président Alassane Ouattara a animé une conférence de presse conjointe avec le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Au centre de la rencontre, les questions de sécurité et de migration. Abiba Damblé Sahué était notre envoyé spécial. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Défis climatiques et défis sécuritaires. Ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, cette réforme se déroule bien. Vous savez, le DDR a coûté près de 100 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire l'a réalisé en moins de 3 ans, ce qui est exceptionnel. Mais c'est un processus qui doit se poursuivre et c'est ce que nous faisons. Et nous avons besoin de renforcer la formation des jeunes soldats. Depuis 3 mois, nous avons envoyé donc un contingent au Mali. La Côte d'Ivoire a aussi été attaquée il y a 1 an à Grand-Bassam. Nous devons donc renforcer notre collaboration dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est un symbole de diversité culturelle et religieuse. C'est une richesse qui va préserver dans la lutte contre la radicalisation. Il faut donner une attention particulière au Sahel pour éviter que les terroristes se propagent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, je salue la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. La question des migrations constitue également une préoccupation majeure. La Côte d'Ivoire est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité pour eux est de créer des emplois pour cette jeunesse. L'Europe est là pour travailler ensemble, d'égal à égal, sur tous ces sujets.
nous devons développer une forte diplomatie économique et investir plus et mieux dans ce pays. Nous condamnons bien sûr, comme je l'ai dit, toute humiliation des êtres humains, des jeunes, et ce qui se passe dans ces pays, ce transit est inacceptable. Mais je veux faire remarquer qu'en réalité, beaucoup de ces personnes qui sont arrivent en Italie et disent qu'elles sont de nationalité ivoirienne ne le sont pas. Les derniers sondages ont montré qu'à peine 10% des personnes venant de Côte d'Ivoire, parce que c'est de là que beaucoup partent, compte tenu du fait que le quart de la population ivoirienne est composée de non-ivoiriens. Et ce qu'il faut, c'est créer des emplois pour tout le monde, pour que ces jeunes gens ne se retrouvent pas dans des situations dramatiques. L'actualité politique nationale s'est invitée également à cette conférence de presse. La question politique est simple. Nous avons une nouvelle constitution qui est en place, qui a été votée à plus de 93%. Vous savez que moi-même, mon élection s'est faite en 2015, des élections transparentes, démocratiques, reconnues par tous. J'ai été même félicité par mes adversaires et j'ai été élu à 83%. Alors, Monsieur le Président, je ne suis qu'à la deuxième année de mon mandat, qui dure 5 ans. Donc, je vais vous dire tout simplement que 2020, ce n'est pas maintenant. Cette conférence de presse conjointe du président du Parlement européen et du président ivoirien Alassane Ouattara a permis de faire la revue de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique et singulièrement entre l'Europe et son partenaire privilégié, la Côte d'Ivoire, qui bénéficie d'un appui important à travers le 11e FED d'une enveloppe de 273 millions d'euros, soit 179 milliards de francs CFA. L'Union européenne absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits d'importation de la Côte d'Ivoire. Avant la rencontre avec la presse, le chef de l'État, invité spécial du Parlement européen, a eu un entretien avec M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et M. Neven Mimica, commissaire à la coopération internationale et au développement de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur la situation des réfugiés dans le monde. Ici, la déclaration du gouvernement ivoirien avec le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tano. La Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale du réfugié. En effet, la Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui 1441 réfugiés de diverses nationalités. Au plan national, plus de 300 000 Ivoiriens ont quitté notre pays pendant la crise post-électorale qui a débuté fin 2010. Ce chiffre est passé à moins de 43 000 à ce jour. Nous constatons donc une baisse importante du nombre d'Ivoiriens réfugiés dans la sous-région et au-delà du fait de cette crise. Il convient de rappeler que la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence M. Alassane Ouattara en avril 2011. La croissance économique est à nouveau reluisante avec un taux annuel moyen de 9%. La situation sécuritaire s'améliore de jour en jour et engendre la confiance de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Nous en voulons pour preuve la brillante élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies le 2 juin dernier pour la période 2018-2019. Du 1er au 8 juin 2017, la tournée du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, en Europe et aux États-Unis, dans le cadre du 3e Eurobond lancé par le gouvernement, a été couronnée de succès. C'est le lieu pour moi de réitérer à nos frères et sœurs encore réfugiés à l'étranger l'appel du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à rentrer dans leur pays afin de prendre part à l'exaltante œuvre de réconciliation, de paix, de reconstruction et de relance économique. À ceux qui sont déjà rentrés et qui ont réussi à se réinsérer dans le tissu économique, social et professionnel avec l'aide de l'État, le gouvernement voudrait leur renouveler sa solidarité et les remercier de leur contribution au processus de réconciliation nationale. Enfin, le gouvernement voudrait, une fois encore, appeler la communauté internationale à continuer d'apporter son appui inestimable à la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses actions en faveur des personnes vulnérables et des apatrides vivant sur notre territoire.
Voilà, c'était la déclaration du gouvernement ivoirien à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. L'OHADA, c'est l'organisation pour l'organisation en Afrique du droit des affaires. Cette organisation invite les entreprises à se faire assister par les tribunaux de commerce. C'est l'information majeure du séminaire sous-régional organisé sur la prise en charge des entreprises en cessation de paiement, nous dit Francis Boifo. De manière générale, une entreprise est en difficulté lorsqu'elle peine à honorer ses échéances financières, qu'il s'agisse de mensualités de prêts, des factures qui demeurent impayées. Conséquence, l'entreprise est obligée de fermer. Depuis 2015, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a pris des dispositions pour sauver les structures en cessation de paiement. Si l'entreprise est en cessation de paiement, en ce moment-là, il s'offre à elle deux procédures. La première, c'est le redressement judiciaire. Et puis la deuxième, lorsqu'il n'est pas possible du tout de sauvegarder l'entreprise, eh bien on procède à sa liquidation. Si les difficultés sont seulement passagères, il est prévu à la disposition de cette entreprise deux procédures, ce qu'on appelle le règlement préventif et la conciliation. Ce sont des procédures qui sont destinées à lui permettre de renouer avec la bonne fortune. D'où l'appel du réseau des tribunaux de commerce d'Afrique, zone OHADA, aux entreprises. Je voudrais demander solennellement aux chefs d'entreprise de venir nous voir. Parce que s'il tarde trop, évidemment, la solution apportée risque d'être assez radicale. Cette rencontre d'Abidjan, initiée par le réseau des tribunaux de commerce d'Afrique, zone OHADA, bénéficie de l'appui financier et technique de la France à travers le C2D. Elle permettra aux présidents des tribunaux de commerce et des présidents des tribunaux de première instance d'échanger leurs expériences pour mieux assister les entreprises en difficulté. Au niveau de la justice, la première session ordinaire de l'année judiciaire de la Cour d'assises s'est ouverte hier. 5 affaires et 30 accusés. Dans le box des accusés figure l'ancien ministre Assoa Adou. Issayo Tchona. La première session de la Cour d'assises d'Abidjan ouverte au plateau. Il s'agit au cours de ces assises de démontrer que le peuple a un rôle important à jouer à la justice en tant que juré. La Cour d'assises, c'est une émanation du peuple. Donc la session d'ouverture permet d'informer le peuple que la Cour est en train de siéger. Donc c'est l'intérêt, surtout pour l'installation des jurés qui viennent du peuple, des personnes, des hommes et des femmes qui viennent de la société. Quand la Cour doit siéger, il faut informer ce peuple que certains de ses composants sont en train de participer au jugement des semblables. L'équité dans le jugement doit guider le président du tribunal dans la prise des décisions, recommande le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat est là pour défendre l'accusé, tout comme le procureur général ou l'avocat général est là pour l'accuser. De façon qu'il y ait un équilibre total, ce sont les exigences de l'état de droit que la Côte d'Ivoire a choisi, n'est-ce pas, de prendre pour modèle. Au total, 5 affaires concernant 30 personnes seront jugées au cours de ces assises, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou, membre du Front populaire ivoirien FPI, prévue le 24 juillet prochain. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est la journée de la drépanocytose. C'était hier. Si vous avez une somnolence inhabituelle, une pâleur dans la paume des mains et de la plante des pieds, coloration en jaune des yeux, bref, rendez-vous à l'hôpital. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de la drépanocytose est entre 15% et 18%. Comment certaines personnes vivent avec cette maladie et comment se fait la prise en charge. Suivons ensemble le dossier de Davis Oyo et de Franck Wadio. Des efforts pour garder la vivacité, mais trahis par un léger boitement. Maïmouna, depuis l'âge de 3 mois, vit avec la drépanocytose, une maladie qui a totalement gâché son enfance. C'est très difficile parce que c'est une maladie, comme on dit ça, sournoise. Tu peux être là et d'un moment à l'autre, paf, la crise commence et on ne sait jamais à quel moment ça finit et comment ça va se terminer.
À la base, dépisté drépanocytaire SAFA2. Une forme moyenne. Au fil du temps, la maladie a gagné du terrain chez Maïmouna. La trentenaire est aujourd'hui drépanocytaire SS, la forme la plus dangereuse. Il y a eu une crise qui m'a paralysée en 2005. Mais par la volonté, franchement, j'ai bataillé pour pouvoir remarcher. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai une nécrose des hanches. Et ça, il n'y a pas d'autre issue que de faire une opération et avoir des prothèses. Voilà. J'ai développé une lithiase biliaire. Ça encore, il faut opérer. Donc, je vous dis que la vie de drépanocytaire, c'est une bataille perpétuelle. À force de piquer des crises à répétition, la jeune dame a même songé à mettre fin à ses jours. C'est tellement terrible. Je ne sais pas, on ne peut pas évaluer la douleur. Quelqu'un peut te dire j'ai mal et puis tu ne peux pas savoir à quel point il a mal. C'est lui seul qui sait le taux de douleur qu'il ressent. Et je vous dis, la drépanocytose, franchement, en pleine crise, c'est la seule chose que tu espères, c'est la mort. Tu dis, si je meurs, je serai soulagée. Des cas similaires sont légion. De nombreuses personnes vivent avec cette pathologie et souffrant encore plus avec elle, les parents. Elle, c'est Mariam, mère de 4 enfants dépistés drépanocytaires SS. Pour s'occuper de ses enfants, elle a dû sacrifier son mariage. Il y a eu 4 enfants au total. Malheureusement, les 2 SS sont décédés. Malgré les soins appropriés, j'ai laissé Daloa pour venir à Abidjan, puisqu'il n'y a pas de centre à l'intérieur du pays. C'est ce qui est dommage. Mon mari m'a laissé ici à les enfants depuis 1996. Je suis resté avec eux pour être à côté du centre de santé. Aujourd'hui, Mariam, Maïmouna, désormais déterminée à lutter contre la maladie, et bien d'autres personnes, pour éviter de voir souffrir ou mourir d'autres enfants, ont créé des associations de lutte contre cette pathologie. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, elles fédèrent leurs forces avec d'autres associations pour sensibiliser les populations et les pouvoirs publics. Pour éviter l'expansion déjà, il faut se faire dépister. Dès qu'un enfant naît, l'idéal, c'est qu'on puisse dépister l'enfant. Une fois qu'on sait que cet enfant est porteur de la maladie, il va y avoir une deuxième étape importante, ça va être les tests prénuptiaux. Cet enfant va grandir, il va être en âge de se marier. Quand il va vouloir se mettre en couple avec quelqu'un, il va falloir que cette personne sache que lui, qui s'est déjà fait dépister, est porteur de la maladie. Si cette personne le sait, elle devra également se faire dépister à son tour. Et si les deux sont porteurs, c'est vrai que c'est difficile de séparer 2 personnes qui s'aiment, mais au moins en connaissance de cause, ils sauront que chaque fois qu'ils vont concevoir un enfant, il y aura une chance sur 4 pour que cet enfant-là soit drépanocytaire. Une action importante, car la drépanocytose est une maladie dont la prise en charge reste élevée. Il faut une enveloppe budgétaire d'environ au minimum 30 000 francs par mois pour le suivi. Il faut compter également le coût des transfusions, donc c'est quand même vraiment exorbitant le coût. Donc il faut qu'il y ait un accès aux médicaments et que vraiment dans le cadre d'un programme vraiment dédié, on puisse n'est-ce pas, mettre à la disposition des malades démunis des médicaments qui leur permettent n'est-ce pas, d'améliorer leurs conditions de vie. À ce jour, le taux de prévalence en Côte d'Ivoire est variable, estimé entre 15 et 18% selon les spécialistes du service hématologie du CHU de Yopougon. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS, car un enfant sur 2 né drépanocytaire meurt avant l'âge de 5 ans. Et en cette saison des pluies, c'est la grande peur chez les drépanocytaires. La pluie qui arrose Abidjan depuis quelques jours a déjà fait des victimes. Pour éviter encore des dégâts et des morts, le gouvernement ivoirien a entrepris l'année dernière des actions en vue de sauver des vies. Le point de ces actions avec Chris Diomandé et Franck Quadio. Un espace vert dans un bas-fond long de plus de 300 mètres. Bien visible, une plantation de bananiers. Nous sommes sur l'ancien site à risque de Gobelé, quartier précaire dans la commune de Cocody. 2 ans en arrière, ce site était occupé par des habitations. Et pendant les saisons pluvieuses,
de nombreux morts étaient enregistrés selon quelques habitants trouvés sur place, ceux vivant encore dans la partie située en amont, la partie jugée non dangereuse. Des populations de ces zones déguerpies donc par les autorités afin de préserver des vies. Action salutaire, car pour ces fortes pluies qui arrosent le district d'Abidjan depuis plusieurs semaines, aucun mort n'a été enregistré à Gobeli. L'État fait un bon pas. Ce n'est pas déguerpi l'espace aujourd'hui, en 37 ans de pluie diluvienne, il y a plus que 40 à 50 morts. Toujours à Cocody, à la rivière 2, ici les eaux de ruissellement venant d'Abobo inondaient tout le quartier. Une situation causée par des travaux effectués par des particuliers bouchant ainsi le passage d'eau. Le problème est désormais un vieux souvenir, l'État ayant trouvé une solution durable. Avant, on avait des soucis d'inondation. À chaque saison des pluies, les maisons même sont inondées, à tel point même qu'on a eu déjà même à sauver même des personnes ici qui ont failli même se noyer. Au jour d'aujourd'hui, avec les travaux qui ont été exécutés, on n'a plus ce problème-là. On dit merci au gouvernement, voilà, et que de continuer ainsi. Non loin de là, à la rivière Abonoumen, même constat. Les riverains ont retrouvé le sourire parce que le calvaire d'il y a 2 ans relève aujourd'hui du passé. Il faut remercier vraiment le gouvernement qui a fait vraiment un travail et qui a fourni des grands efforts. Aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, tous les riverains vraiment dorment bien. Mais je pense qu'ici, à la rivière Abonoumen, sincèrement, le caniveau a réussi. De Cocody, rendons-nous sur un ancien site à risque bien connu, Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. De loin, on peut apprécier un relief accidenté, couvert de verdure, et de l'autre côté, un espace devenu un pâturage. Ici ont habité des populations aujourd'hui déguerpies, car chaque année, il y avait sur ce site, à chaque grande saison de pluie, morts et désolation causées par les éboulements. L'année dernière, ils ont cassé les maisons, bon, ils n'est plus venu. Même site là encore, ils sont pas taillés. Voilà, cette année, il n'y en a pas eu de dégâts. Des sites aujourd'hui préservés de tout risque, mais restent encore à travers le district d'Abidjan et même au-delà des zones critiques. Les autorités exhortent toujours les populations à libérer les emprises publiques ou encore les zones à risque afin d'éviter de nouveaux drames. Voilà, la pluie est tombée encore ce matin, mais la nouvelle est bonne pour les populations de San Pedro. Les dernières pluies avaient coupé la voie. Aujourd'hui, la circulation a repris sur place. Ouverture donc de la voie de contournement San Pedro-Tabou avec Sam Conan et Hervé Blé. Fini le calvaire pour ces camionneurs qui ont passé 6 jours stationnés ici du fait des dégâts de la pluie sur le pont. Une bretelle aménagée par le gouvernement permet de contourner le pont cassé et d'accéder à la ville de San Pedro. Dimanche, le préfet de région et les élus ont procédé à l'ouverture officielle à la circulation de cette voie de déviation. Nous voudrons ensemble, à cet instant précis, remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir entendu promptement notre cri de cœur. Le ministre des Infrastructures nous a promis que dans les 48 heures, on pouvait nous livrer les travaux de déviation du pont de Bérébi. C'est chose faite. La circulation rétablie ne manque pas de faire des erreurs. Par la grâce de Dieu et du gouvernement, la situation est bloquée. On va rentrer en famille par la grâce de Dieu. Sur l'axe San Pedro-Soubré, des travaux ont lieu. L'initiative, en soutien aux actions du gouvernement, est du député de la commune. Depuis donc le corridor de Bérébi jusqu'au rond-point de la gare qui était totalement dégradé, nous avons refait totalement les travaux. Nous pensons que c'est un soulagement total, un soulagement pour l'ouverture donc de la déviation et un soulagement pour la voie principale de San Pedro qui est totalement reprofilée et qui peut être utilisée sans aucune difficulté. Le début des travaux de réfection des ponts cassés, qui sera financé par le gouvernement, est prévu pour cette semaine. Au niveau de la côtière, l'eau s'est retirée de la chaussée. La circulation a aussi repris, même si la voie reste difficilement praticable. Toujours à San Pedro, c'est sur la carte. Le plan stratégique de développement de la région est désormais disponible. L'information a été donnée au cours d'un atelier. Sam Conan et Thérèse Tapeyoboué. Le conseil régional de San Pedro peut désormais développer la région avec plus de visibilité et de rationalité.
Un plan stratégique vient d'être élaboré par des experts. Après des études de terrain, ce plan a été validé au cours d'une rencontre des différents techniciens présents dans la région. Il y a un plan stratégique qui avait été élaboré. Ce plan, plus ou moins, on l'a ignoré. Et aujourd'hui, avec le cabinet Afrique Urbain, qui reprend toutes les données de l'époque, tout ce que le gouvernement a mis en jeu, nous sommes prêts maintenant à faire un développement rural, un développement global. Une boussole qui s'est appuyée sur des réalités et des priorités pour un développement harmonieux. Le premier élément qu'on a découvert ici à San Pedro au travers de nos études, c'est qu'on s'est aperçu que la sécurité était une thématique, une problématique assez forte sur laquelle il fallait travailler. Bien sûr, San Pedro, tout le monde le sait, c'est une région agricole, mais c'est aussi le premier port de cacao dans le monde. Alors, il s'est avéré également que le volet industrie est venu comme une autre thématique qu'il fallait développer. Et bien sûr, tout ceci ne peut pas aller de l'avant si les infrastructures ne sont pas développées. Donc, bref, c'est tous ces axes-là sur lesquels les uns et les autres ont travaillé pour mener à bien cette mission. Avec les 6 milliards de francs CFA annoncés par le président de la République pour le développement de la région lors de sa récente visite d'État, les populations n'attendent que des actions concrètes de développement de la région de San Pedro. En image ici à Abidjan du matériel pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est un don de la République populaire de Chine. Valeur 50 millions de francs CFA. Le don s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ce soir, le compte-rendu complet de Franck Quadio. Et en bref, les examens à grand tirage se poursuivent avec le baccalauréat. Les épreuves orales et pratiques ont commencé ce matin avec les candidats de la filière technique et ceux du 20 au 30 juin. Ce sont 242 910 candidats dans 16 séries qui composent ce matin. Ce soir, le compte-rendu complet aussi de Chris Diomandé. Mais en attendant, les résultats du CEPE sont connus. Dame Monique est une preuve de courage, d'engagement et de persévérance. Monique voulait avoir absolument le CEPE. Elle l'a obtenu à 60 ans, après avoir suivi des cours du soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que son jumeau est le directeur des études au Centre des métiers de l'eau à la SODECI. Godefroy Okambawa et Herman Guivé. Il y a quelques jours, dans une école primaire, une candidate du 3e âge prenait part aux épreuves écrites du CEP, l'entrée en 6e. J'ai fait cours de soir ici, venir composer aujourd'hui pour avoir aussi mon CEP. J'ai reçu aussi comme mes amis. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et je vais aller jusqu'au bout. Monique a eu raison d'y croire jusqu'au bout. Le succès est au bout de l'effort. La soixantaine révolue, Monique fait désormais partie des détenteurs du certificat d'études primaires élémentaires. Vous avez eu combien? J'ai eu 91 points. Félicitations. Comme une gamine qui vient de croiser le chemin du succès, elle court se jeter dans les bras de sa petite fille. Je me rapporte rapidement. J'ai eu mon CEP. Dieu merci, grand Dieu merci. J'ai eu mon CEP. Pour Monique, rien de tout cela n'aurait été possible sans un soutien spirituel. Remise de ses émotions, son premier réflexe, dire ses prières. Le grand Dieu, je dis merci. Soutien spirituel certes, mais également persévérance de Monique, car la sexagénaire suivait des cours du soir dans un club UNESCO. Elle est avec nous depuis, ça fait déjà 3 ans déjà. Donc elle a fait le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 cette année, qui est la phase post-alphabétisation. Cette année, nous avons eu 21 candidats. Il y a seulement 2 qui ont été refusés. Aujourd'hui, si tu ne sais pas écrire, tu es perdu. Savoir écrire, lire là. C'est ça aujourd'hui qui est dans notre pays, qui avance tout le monde. Monique, un modèle de persévérance qui devra inspirer plus d'un citoyen, quel que soit son âge et ses capacités, à croire en ses chances de réussite aux examens. Un modèle qui cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Encourager l'école pour tous.
Pour terminer, au Portugal, c'est un grand incendie qui s'est déclaré hier dans le centre du pays. Il a fait, selon le dernier bilan, 64 morts, dont un Français et 135 blessés. Le Portugal est toujours sous le choc. Des associations ont dénoncé le laxisme total des autorités en matière de politique forestière. Voilà, ainsi s'achève ce 13h. Merci de votre fidélité.